Bonjour à toutes et à tous et bon livre. Nous arrivons au mois de novembre, donc proche de Noël, donc il faut penser aux cadeaux de Noël. Les livres sont un cadeau intéressant. Et il y aura les salons bientôt qui arrivent. Salon de Rambouillet 17 novembre, salon d'Elancourt le 24 novembre notamment. Et la lecture est un acte de résistance. Chaque lecture est un acte de résistance, dit Daniel Pénac. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. Alors essayons de résister et de nous sauver. Alors nous allons débuter cette émission avec Suzy Maltrait, qui est présidente du salon de Rambouillet, présidente de l'association Arlette, poète, romancière et nouvelliste, et qui va nous parler de Maupassant, je crois. Voilà. Je vais vous parler de Maupassant. Maupassant, 3 vies, de Florence Lisée aux éditions In Octavo. C'est un voyage au pays de Caux en septembre 1893 et une rencontre dans son manoir entre Laure, la mère de Guy de Maupassant, Joséphine Lieselmann, mère de 3 enfants de l'écrivain, et une amante. Elles se parlent, s'affrontent, dressent un portrait, parfois sans complaisance, de l'écrivain pour nous faire mieux connaître l'homme qu'elles ont aimé et qui vient de mourir. À travers ce récit, on retrouve les nouvelles, les personnages hallucinants et extraordinaires de Maupassant, ces nouvelles bâties comme autant de vies. On le sent, on le devine à travers comme immortel, comme vivant. Très belle écriture, parfois un peu longue, c'est la seule réserve que je puis mettre à ce livre, mais originale et prenante et surtout très bien écrite. Je vous le conseille. On apprend beaucoup sur Maupassant, et notamment sa mère le défend tout le temps. Enfin, sa mère, elle le défend, bec et ongles, elle ne veut pas. Bon, d'abord parce que il est mort il y a, d'après le récit, il y a 2 mois, et qu'elle est encore très tourmentée de ce qu'il est devenu, de ce qu'il a vécu avant de mourir. Il est mort jeune, à moins de 45 ans. Voilà, il est mort jeune, il avait moins de 45 ans, et pas, à cette époque-là, pas d'une très belle mort, de celle dont on ne parle pas. Voilà. Il faut lire ce livre qui vous prend de bout en bout. C'est un récit, et je trouve que l'imagination de Florence Lisée autour de cette rencontre est fabuleuse, parce qu'il fallait y penser. Et les nouvelles de Maupassant, si je puis dire, sont toujours d'actualité. Merci Suzy. Et Nathalie Wolf, donc, qui est maître de conférence à l'Université de Saint-Quentin à côté, va nous parler d'un autre monument de la littérature française, l'immense Patrick Modiano. Oui, tout à fait, Bernard, merci. En effet, je vais vous parler du dernier livre de Patrick Modiano, qui est sorti en octobre. Certains disent que c'est le Modiano millésime 2019. Alors c'est vrai qu'on attend toujours le dernier Modiano, un peu comme on attend le dernier Woody Allen. Et ça fait partie de ces livres qu'on vient lire, pas tellement pour être surpris, je crois, mais pour retrouver la petite musique, le talent de l'auteur qu'on a envie de retrouver. Alors Patrick Modiano, là encore, va nous ramener à son sillon familier, les souvenirs, l'enfance, l'absence aussi, Paris. Et comme dans d'autres livres, il s'agit de retrouver la trace de quelqu'un. Alors on a un personnage qui s'appelle Jean Eben, qui est employé dans une agence de détective et qui enquête sur une femme. C'est une certaine Noël Lefebvre, qui a disparu, qui s'est évaporée. Alors on retrouve comme ça, comme dans tous les romans de Modiano, des personnages qui sont complètement évaporés, flous, évanescents. Il y a cette atmosphère très brumeuse que réussit à faire transparaître Modiano. Et on est dans une sorte de filature de l'invisible, et le narrateur nous entraîne dans le labyrinthe des rues, mais aussi de sa mémoire. Et alors on va errer, on va arpenter les rues de Paris, essentiellement le 15e arrondissement, le quartier de l'Opéra aussi, et dans la dernière partie du livre, on arrive à Rome, qui est, comme on le lit dans le livre, la ville de l'oubli. Parce que c'est en effet un livre sur l'oubli et sur les souvenirs.
Et alors le livre, son titre, c'est Encre sympathique. Et cette encre sympathique, qu'est-ce que c'est ? C'est une encre invisible qui noircit au gré de l'action d'une substance déterminée. Et c'est la même chose que l'encre sympathique, les souvenirs, eh bien parfois ils émergent, ils reviennent à la surface. Alors voilà, tout ça, ça donne la cartographie signée Modiano, avec l'interpénétration du réel et de l'imaginaire. C'est modianesque, si je puis le dire ainsi. Voilà. Prix Nobel de littérature, Grand Prix de l'Académie française, Prix Goncourt. Vous savez qui il était en classe ? Modiano, non ? Qui il était en classe ? Oui. Avec Balkany et Sardou. Oui. Pas très loin d'ici, au Moncel, au collège du Moncel, qui n'existe plus, mais voilà, ils ont fait toute leur scolarité ensemble avec des fortunes diverses. Oui, des destins divers. Mais c'était assez amusant de les imaginer tous les trois. Il y en a un quatrième, mais je ne sais plus quel est le quatrième de la bande, un quatrième larron, mais qui est aussi assez connu. Merci. Nous allons passer la parole à Claire Beldan, donc, qui est comédienne, chanteuse de talent, et qui va nous parler de Jonathan Livingstone, le goéland, une grande parabole. Il y a eu un film d'ailleurs. Oui, parce que Richard Bach, donc l'auteur, est aussi réalisateur du film. Voilà. Donc Jonathan Livingstone, le goéland, aurait pu s'appeler un goéland pas comme les autres. C'est un livre philosophique, c'est un livre qui fait réfléchir. Effectivement, Jonathan est très différent des siens parce que les siens n'ont qu'un but dans la vie, c'est se nourrir en ne fournissant qu'un minimum d'efforts. Et lui, il ne trouve de goût à la vie qu'en volant toujours plus vite, toujours plus haut. Alors, il est tout à fait incompris des siens. Et donc ils essaient de le décourager, et donc il fait un petit peu marche arrière, et puis en fin de compte non, il a tellement envie de voler que eh bien il résiste et il est rejeté des siens. Il est banni et il s'en va, et il a le courage de partir seul. Donc il ne choisit pas un chemin facile. Richard Bach est pilote, donc de l'armée américaine, c'est ça. Voilà, et donc c'est peut-être pas un hasard s'il a choisi un goéland pour comme narrateur de ce livre. Et il paraît que le livre a été refusé par 18 grands éditeurs avant d'être édité. Donc ça va donner de l'espoir. Oui. Donc ce livre permet de s'interroger comment agir seul face à tous les autres. Comment résister au chantage affectif ? Comment délester ses bagages pour pouvoir grandir ? C'est des questions qu'on se pose à la lecture de ce livre. C'est une leçon de courage, ce livre. Ça permet d'envisager sa vie avec d'autres couleurs, avec d'autres perspectives, de multiples perspectives. Et je dirais pour conclure que c'est un livre qui permet de s'envoler. Ouais. Merci Claire pour ce livre culte. Et donc, parole à Jean-Charles Lajoigny, qui est éditeur, et qui va nous parler d'un polar, je crois. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, un polar que j'ai édité. Jackpot, c'est particulier parce que c'est pas exactement un polar. C'est une collection qui s'appelle Roman pas policier, mais presque. Ça pourrait être ce qu'on appelle de la littérature blanche. Ouais. Mais en mettant Roman pas policier, mais presque, j'assure le lecteur que c'est une véritable histoire. Qu'il y a un début, un milieu, une fin. C'est pas de l'autofiction à la française que je déteste. Ouais. Donc là, c'est une histoire. Ça commence un peu comme un livre de Gilbert Cesbron, que les plus anciens connaissent, qui était très bien. Et c'est l'histoire d'un petit fonctionnaire obscur de la mairie de Paris, qui vit de façon assez médiocre, et puis tout d'un coup, son banquier lui dit vous avez mis 80 000 € de côté depuis 10 ans que vous travaillez à la mairie de Paris, vous dépensez rien, vous vivez dans une chambre de bonne, achetez donc un petit appartement.
Et il va acheter une chambre de bonne et il tombe sous le charme d'un marchand de biens franco-chinois qui va l'emmener dans une quête immobilière absolument insensée et très fructueuse. Alors ça, c'est le début du livre. Il fait fortune peu à peu et puis il se focalise uniquement sur son empire immobilier. Et puis, il y a quand même un tout petit côté polar parce qu'à un moment, il y a une dispute, on essaie de lui enlever son fils et une femme meurt. Alors, ils sont dans le bâtiment et ils se débarrassent de cette pauvre femme en la mettant sous une chape de béton. Et puis tout se passe bien, 10 ans passent encore, mais au bout de 10 ans, ils revendent l'appartement, ils revendent le truc, et les gens font des travaux, ils découvrent le cadavre, et là, hop, ils vont à la prison de la Santé, ils sont embastillés, et comme c'est des génies de l'immobilier, ils commencent à retaper la prison de la Santé, et à se dire, oula, mais c'est totalement insalubre, c'est curieux cet endroit, puis il y a des gens bizarres, il y a des gens radicalisés, etc. Alors ils commencent à refaire la prison, et à un peu rééduquer les prisonniers, lutter contre les rats. Et ils arrivent à déradicaliser les prisonniers. Et du coup, ça remonte jusqu'aux oreilles de l'Élysée. Élysée, on se dit, tiens, c'est une bonne idée, ils sont pas mal, ces deux gars-là, parce qu'il était avec son homme de main en prison. Et finalement, ils vont avoir le droit de quitter la prison de temps en temps pour aller faire exploser des terroristes un peu dans le monde entier pour essayer de contrebalancer le Daesh et ses sbires. Alors, c'est une sorte de fable, bien évidemment. L'idée n'est pas de dire qu'il faut aller faire sauter tout le monde, mais c'est extrêmement amusant. C'est truculent, c'est très gonflé, c'est politiquement incorrect. Voilà, c'est écrit par un ancien professeur de philo, ancien, je sais pas, qui n'exerce plus. Il est toujours prof de philo, il a toujours toutes ses connaissances et spécialiste aussi du transsibérien. Donc on voyage et on s'amuse et puis on réfléchit beaucoup parce que c'est extrêmement intéressant. Merci Jean-Charles pour ce voyage. Alors pour terminer, je voudrais vous parler de Patrice Franceschi. Donc, il sera le président d'honneur du Salon d'Elancourt le dimanche 24 novembre. Patrice Franceschi, on en parle beaucoup actuellement pour son combat en faveur des Kurdes depuis des années. Il est allé sur le terrain. Il a même pris la Kalachnikov contre les Daesh, tout ça. Il avait fait la même chose en Afghanistan contre l'armée soviétique. C'est quelqu'un d'exceptionnel et un très grand écrivain. Il est poète aussi. Il a fait des recueils fantastiques au long cours. Et il est romancier, auteur de récits. Et c'est un très grand nouvelliste. Il a eu le prix Goncourt de la nouvelle en 2015 pour première personne du singulier. C'est pas un hasard. Et là, il ressort un recueil de nouvelles qui s'appelle Le chemin de la mer. On retrouve le capitaine du Trois-Mâts, la Boudeuse. Alors là, c'est des nouvelles très bien faites, beaucoup d'imagination. Par exemple, il raconte c'est un voyageur. Il traverse toujours les mêmes villages, il retrouve les mêmes gens et il trouve le salut dans la mer. Il y a aussi l'histoire d'un homme de petite taille qui est comédien dans une pièce de théâtre, qui doit toujours dire la même réplique. Et un jour, il y a un parterre exceptionnel, il y a le roi et tout. Il va sortir de la norme, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est vraiment des nouvelles très bien écrites. Et Patrice Franceschi, en plus d'être un humaniste, un explorateur, c'est un très très grand écrivain et il restera dans l'histoire, dans la lignée des Sandrard, Kessel et tout ça. Le 24 novembre à Elancourt. Merci.